Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode des entretiens 7e art récréatif. Aujourd'hui, on est avec Mister Cult. Salut Mister Cult. Salut Rodo, comment tu vas? Écoute, ça va super. En plus, on va parler d'un de mes films préférés. Donc vraiment, je suis en super forme. Ah, c'est parfait. Donc, Mister Cult, toi, ça fait 3 ans que tu fais des vidéos sur YouTube. Un peu plus de 3 ans et demi, mais ouais, trois bonnes années déjà. Donc je l'ai créé normalement en novembre 2017. Donc voilà, cette année, au mois de cette année, fin d'année, ça fera 4 ans si on comptabilise comme ça. Et donc je suis, comme beaucoup, un gros passionné de cinéma. Donc j'ai fait des études dans ce milieu. À la base, je me destinais pas à ça. Quand je suis sorti du collège, à la base, je me destinais à faire cuisinier. Donc j'ai fait le lycée hôtelier Alexandre Dumas qui est à Strasbourg. Oui, je suis né à Strasbourg. Et au bout de 5 ans, j'ai créé la chaîne Mister Cult. Déjà, je me suis appelé de cette façon tout simplement parce que j'essayais de trouver un nom de scène un petit peu qui pétait un petit peu et je me suis dit bon, ça c'est déjà pris, ça c'est déjà pris. Et je me suis dit tiens, j'aime beaucoup les films un petit peu qui sortent du lot mais qui aussi ont marqué le public et je me suis dit tiens, culte. Ça pourrait sonner bien, Mister Cult. Et c'est comme ça que j'ai créé mon nom de scène. Donc les premiers mois, j'étais que dans une type d'émission, en gros les vlogs, où comme beaucoup, voilà, je traitais un petit peu de l'actualité. Et à partir de ouais, mi-2018, j'ai commencé à créer ce que j'appelle pour moi l'émission principale, les Mister Cult, où je peux me lâcher un petit peu et parler des films que j'apprécie tout genre confondu, tout pays confondu, toute époque confondue, qui sont pas forcément, certains sont plus connus que d'autres, mais que j'ai vraiment envie de faire partager et surtout envie de faire redécouvrir au public. Voilà, donc ça, il y a eu ça pendant un moment, les vlogs et les Mister Cult. Puis après, voilà, j'ai essayé de tenter différents concepts par-ci par-là, genre par exemple, ce que les gens aiment bien voir, les vidéos collection Blu-ray. Voilà, j'achète en Blu-ray et comme ça, je peux un petit peu me la péter. Regardez, ça, j'ai en coffret Ultimate, ça c'est cool. Donc j'ai fait ça. J'ai fait aussi cette année deux nouveaux types d'émissions qui s'appellent Ta scène qui t'a le plus marqué. Donc où en gros j'invite un youtubeur à me parler d'une scène qui l'a marqué. Donc il y en a eu trois. Il y en a un quatrième qui va arriver, voilà, où j'ai eu la chance d'avoir le beau parleur du cinéma, Jonathan Azia, Samir de la chaîne Microciné, et ça sera bientôt Ciné-Arama à se prêter au jeu. Et j'ai aussi fait un nouveau concept d'émission qui s'appelle Ces films que vous ne verrez jamais, où en gros c'est un concept où je traite de projets cinématographiques qui à un moment ont été évoqués actuellement ou à une certaine époque, qui étaient un projet vachement ambitieux et qui ne se sont pas faits pour diverses raisons. Problème d'argent, euh, différences artistiques, bref, plein de choses. Et voilà, ça, des fois, voilà, c'est un petit peu le fantasme de cinéphile. Tu dis, tiens, le Dune de Jodorowsky, ça fait 4 ans, 40 ans qu'on nous en parle, j'aurais tellement voulu le voir. Voilà, parce que j'en parle dans le premier épisode. Donc Il y voilà, a un très bon reportage d'ailleurs sur ce Dune. Jodorowsky's Dune, le très bon Ouais. documentaire que je vous conseille. Voilà. Donc il y a ça. Après, bon, c'est vrai qu'aussi depuis l'année dernière, le fait qu'il y a le confinement, ça aide aussi, ça aide pas justement pour déjà pour traiter de l'actualité. Donc du coup, je me suis dit bon, alors on essaie de faire preuve un petit peu d'ingéniosité, on essaie de revenir à des films un peu plus anciens qu'on peut se permettre de découvrir ou justement de se lâcher dans les concepts quoi. Donc là, j'essaye aussi de traiter de nouvelles. Je suis tout le temps en perpétuelle recherche de nouvelles idées pour essayer d'étoffer la chaîne. Là, j'essaie de voir peut-être un nouveau concept qui se dirigerait plutôt vers les acteurs. Voilà, pas forcément les acteurs connus, mais genre des acteurs, des éternels second rôles où tu te dis punaise, là je le vois partout, mais je sais pas comment il s'appelle. Et donc il y a ça. Et éventuellement, peut-être, quitte des fois à ne pas faire de vidéo pendant 2 3 semaines pour me mettre à fond sur un sujet un peu plus ambitieux, genre par exemple faire une grosse vidéo de je sais pas 40 minutes sur une grosse saga ou éventuellement une rétrospective sur un réalisateur. Ça, c'est à l'étude. On verra par la suite si je le fais ou pas. Voilà.
D'accord. Bah écoute, moi en tout cas, en regardant un peu tes vidéos, il y en a plusieurs que j'ai quand même mis de côté. Donc j'ai vu un vlog sur Climax, une vidéo sur Midnight Express Ouais, excellent film. et une vidéo sur Breakfast Club. Voilà, j'essaie d'avoir différents axes, un axe d'analyse précis, donc sur ce que je vais dire sur le film. J'essaie de pas trop spoiler. J'essaie de pas trop parler de l'histoire. Je suis plus dans la mise en scène, dans l'ensemble, donc sur le casting, sur comment le réalisateur il traite ses personnages, il traite sa mise en scène. Et pour vous dire, regardez comme c'est ce que le réalisateur il veut mettre en œuvre par rapport à son histoire, à ses thématiques. Donc voilà, essayez de comprenez le film comme je l'ai vu et vous verrez, ça sera une expérience vraiment intéressante. Donc c'est surtout ça. C'est pour ça que j'essaie de pas trop. Je fais tout le temps l'histoire et je mets le pitch de base et puis après voilà, je vous donne les clés et c'est à vous T'offres une d'ouvrir la portière. relecture. Ouais, mais C'est ça, t'offres une relecture du film qui est toujours intéressante. c'est ça. Donc voilà, donc c'est vraiment sur ça et comme j'ai dit, c'est pour moi c'est vraiment un plaisir où je sais que voilà, ce sont des films qui me plaisent, qui à un moment de ma vie m'ont marqué et j'ai envie que tout simplement le public en profite aussi. C'est noté. Bah, là-dessus, on va passer sur la thématique en fait de l'entretien. Mhm, Donc, dans les entretiens 7e art récréatif, on revient sur des films qui traitent du sujet des drogues, mhm, que ça soit dans la consommation, dans la vente, le deal, enfin tous les aspects en fait qui tournent autour de la drogue. d'accord, Et dans la première série d'entretiens, on revient sur le cannabis. d'accord. Donc, toi, tu as choisi un film qui parle du cannabis. Quel est ce Mhm. film? C'est True Romance, qui donc là un film fait par deux super têtes pensantes du cinéma hollywoodien, qui est Tony Scott, voilà, qui nous a quittés en 2012, et par un scénario de Quentin Tarantino. Voilà. Donc en Ouais, plus c'est un film que je maîtrise un petit peu parce que pareil j'avais fait une vidéo dessus, donc forcément j'étais un petit peu à l'aise quand j'ai choisi ce film là. Et même si le film est réalisé par Tony Scott. Comme tu l'avais déjà dit, on sent la patte de Tarantino, la patte de Tarantino transpire pendant tout le film, au niveau des personnages, au niveau des dialogues. C'est du Tarantino pur. ouais, c'est tout à fait. Donc, True Romance, sorti en 93. C'est Et ça. donc, tu l'as dit, Tony Scott. Tony Scott, le maître quand même du film d'action. Euh, Entre 93 et 94, il a enchaîné True Romance et Le Dernier Samaritain. Donc Mhm. en termes de film d'action, je pense que moi, j'étais adolescent, il m'a régalé. Ensuite, il a fait Ennemi d'État, Spy Game, Man on Fire, Mhm. enfin, que des chefs-d'œuvre. Même les années Euh, 80 aussi, on peut citer Top Gun. ouais, on peut tout à Et fait citer. son premier film, alors c'est fantastique, mais Les Prédateurs, qui est un film de vampire avec David Bowie. Très bon film. Ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment beaucoup de films. Il y a Revenge, Le flic de Beverly Hills 2 aussi, et Jour de tonnerre. Donc, bon, c'est vraiment un gros réalisateur. Le frère Euh, de Ridley Scott. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Tout à fait. Et tu l'as dit aussi, scénario Tarantino, donc a co-scénarisé, Mhm. parce que il faut savoir que il y a un deuxième auteur, donc c'est Roger Ouais. Avary. Mhm. Et donc, c'est lui qui, en premier, a écrit un premier scénario, Mhm. que Tarantino ensuite a retravaillé pour que finalement ça devienne True Romance. Mais il y a Mhm. aussi des morceaux du scénario original qu'on va retrouver un peu dans les autres films de Tarantino. Donc C'est ça, ça. c'est assez rigolo. Et vraiment, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Ça a beau être un film de Tony Scott, dans les dialogues, dans les scènes, dans la tension qu'il peut y avoir entre les différents acteurs, on est complètement dans un film de Tarantino. Mm. Et en fait, je voulais juste rebondir quand je t'avais parlé d'une scène qui, personnellement, je trouve plus qu'elle est
du cinéma de Tony Scott que de Tarantino, c'est la scène où on va parler sur les personnages après, où t'as Alabama qui se fait défoncer la gueule à l'hôpital, à l'hôtel par l'un des sbires du trafiquant joué par Christopher Walken. Et en fait, après cette scène, donc elle réussit à le buter. Et en fait, elle retrouve son copain joué par Christian Slater. Et si je me souviens bien, ils sont dans une scène à la plage où ils sont en train un petit peu de discuter et il lui dit oui voilà quand tout sera fini où est-ce que tu veux aller et t'as Alabama qui dit moi je veux aller à Cancun. Je fais pourquoi Cancun, pourquoi parce que moi j'aime bien le nom tu vois et c'est une scène intimiste où tu vois Ridley Scott tu sens qu'en fait pendant tout le film Ridley Scott il aime ses personnages il est tout le temps là Tony Scott. Ouais, Tony Scott, il est tout le temps là à s'accrocher à eux. Tu sens que il veut nous faire croire à cette histoire d'amour. Et des fois, je trouve que et là où par exemple Tarantino, je trouve que les histoires d'amour dans son cinéma, c'est pas trop son truc. T'as quelques bribes des fois, un petit peu dans Jackie Brown ou éventuellement Django, parce que Django mm, veut sauver sa femme, mais c'est plus une histoire de vengeance. Mais c'est vrai que les histoires d'amour chez ouais. Tarantino, c'est pas trop son truc, tu vois. Et là, vraiment, tu sens que Tony Scott, vraiment sur les sentiments, sur l'émotion qu'il essaie de véhiculer à travers ses personnages, je le trouve un peu plus à l'aise. Et cette scène, qui est vraiment intimiste, hein, où tu vois plan rapproché, où je me mets vraiment, je filme vraiment caméra très rapprochée sur mes personnages pour retranscrire leurs émotions. Pas des fois des scènes intimistes et te disent des fois beaucoup plus de choses que les scènes d'explosion, de fusillade et de VFX à tout va. Donc des fois je trouve que les scènes comme ça, beaucoup plus, où tout simplement tu as les émotions qui ressortent, elles sont purement cinématographiques. Bah, je vois bien de la scène dont tu parles, puisque c'est le moment où lui est en train de la soigner, parce que quand elle s'est battue avec le mafieux, enfin forcément elle en a pris plein la gueule, C'est ça. et donc il est en train de la soigner, et enfin on sent la tendresse qu'il a en la soignant, c'est une scène qui est assez touchante. C'est ça. Donc, bah, sur le casting de ce film, je pense que là, on pourrait faire une émission de 3 heures. Donc, on va forcément être obligé d'aller un peu rapidement, mais c'est un casting de dingue. Je pense que j'ai rarement vu des films avec autant de second rôles joués par des gens, enfin des pointures. Euh, mais bon, on va commencer déjà par le cast principal. Donc, c'est Christian Slater Ouais, qui joue qui joue Clarence Clarence Worley, et tu as Patricia Arquette qui joue Alabama. Alabama Worley. Euh, Ensuite, donc, dans le reste des personnages, on a Denis Hooper, Qui joue le père de Christopher Clarence. Walken. Mhm. Denis Hopper qui joue le père de Clarence. Ouais, tout à fait, ouais. Denis Hooper qui joue son père, Christopher Walken, et d'ailleurs, on a une scène, mais alors vraiment, je pense que c'est, en tout cas pour moi, la meilleure scène du film. Il y a Tellement. une confrontation verbale entre Denis Hooper et Christopher Walken, Mm. anthologique, quoi. Ah. En même temps, quand t'as deux légendes du cinéma, juste en chant contre chant, ils ont juste à ouvrir la bouche pour amuser la scène, tu fais, qu'est-ce qu'il te faut de plus? T'as pas besoin de mettre des effets spéciaux ou de faire de la musique. Juste Non, deux grands acteurs qui se parlent, t'es à fond dedans. non, c'est une démonstration, quoi, de comment créer, juste avec deux personnes, une intensité C'est folle, ça. quoi. Et c'est vrai que voilà, ces deux grands acteurs-là, ils nous régalent. On a Brad Pitt aussi, Mhm. qui justement, par rapport au cannabis, bah, est un peu le personnage qui porte tout le côté stoner, qui passe sa journée à fumer. En fait, c'est le pote, c'est le squatter de l'ami de Clarence, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a aussi Gary Oldman qui fait un rôle de Mac dealer, un rasta blanc. Donc, C'était un petit peu l'époque de Gary Oldman, les années 90, où Gary Oldman, à chaque film, il avait des personnages, mais complètement barrés. ouais, Bon, le mec, il avait joué dans le Dracula de Coppola, donc déjà ouais, joué Dracula. Il ça, avait joué dans Léon,
qui était un flic un petit peu camé, un flic corrompu. Complètement. Un autre film de Luc Besson aussi, Le Cinquième Élément, quand il joue Zorg, un personnage complètement taré. Même les années 2000, il avait aussi joué l'oncle de Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, là, son oncle, qui était aussi un personnage assez bizarre. Non, c'est vrai que les années 90, 2000, il variait un petit peu ses rôles au niveau des personnages complètement ouf. Que dommage, on retrouve plus trop aujourd'hui. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ça, c'est le début du film. Parce que donc, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment raconté, mais je vais juste faire une petite introduction de l'histoire. Mhm, Donc, c'est Clarence qui travaille dans une boutique de comics, mhm, qui, le soir de son anniversaire, va au cinéma pour voir des films de kung-fu. mhm. Et en C'est fait, un gros cinéphile aussi. C'est un gros ouais, c'est cinéphile. un gros cinéphile. Et en fait, pendant ces films au cinéma, il rencontre Alabama. Mhm, Donc s'ensuit une soirée où ils vont euh, finir par coucher ensemble. mhm. Et quand il se réveille, en fait, il voit que en fait, Alabama est triste et elle lui avoue la vérité. Elle lui dit que elle a été payée pour passer la soirée avec lui, que c'est une call girl et que c'est le patron du magasin de comics qui a payé pour que Clarence y passe une bonne soirée. Voilà. Mais elle lui Cadeau dit, d'anniversaire. mais elle lui dit que en fait, elle, elle est tombée amoureuse de lui et que c'est euh, comment dire, un flash, quoi. C'est Et, ça. et du coup, elle veut tout arrêter, elle veut rester avec lui, quoi. Et ils vont se marier, donc c'est assez rapide, quoi. Mais on sent que c'est fusionnel, quoi. Mm, c'est ça. Après, ce qui se passe, c'est que donc du coup, comme tu l'avais dit, le truc c'est que comme c'était une call girl, donc Clarence va voir son Mac pour qu'il la laisse tranquille. Ça part un petit peu dans tous les sens, ça se tire dessus. Et le truc c'est que après le truc, Clarence trouve une mallette où il y a de la cocaïne et donc ils veulent quitter la ville et aller, si je me souviens bien, à Los Angeles pour trouver un gros trafiquant qui serait prêt à payer. À payer la totalité du truc, donc comme ça ils aient une grosse somme d'argent pour essayer de refaire leur vie. Puis après, à côté de ça, le truc c'est que le personnage de Gary Oldman, il avait un supérieur, donc qui est joué par Christopher Walken, qui lui veut retrouver la mallette. Donc voilà, donc du coup ils vont être entourés dans différents imbroglios et ça va être assez compliqué pour tout simplement pour refaire leur vie après quoi. Ouais, tout à fait. En plus, la mallette, c'est même pas volontaire. C'est en pensant récupérer des affaires d'Alabama. C'est ça. Il demande en fait à une autre prostituée, donne-moi les affaires d'Alabama. Et elle lui donne en fait une mallette. Lui, il C'est prend ça. la mallette et il se barre avec. Et quand il rentre et il la donne à Alabama, il lui dit, tiens, voilà tes affaires. Elle l'ouvre, elle voit le sac rempli de cocaïne. Elle fait, non, c'est pas mes affaires. Voilà. C'est ça. C'est excellent. Non, et donc, après, ils se retrouvent avec cette coke et ils veulent aller la vendre en Mhm. Californie C'est ça. à un mec qui fait du cinéma et Mhm. qui, lui, pourrait ensuite arroser pendant ses soirées mondaines. Et en fait, la série de noms d'acteurs, elle est sans fin, hein, parce qu'on a Tom Sizemore, Mhm. Samuel L. Jackson, même si Samuel L. Jackson, vous attendez pas à une grosse prestation, c'est un rôle où voilà, on le reconnaît, mais c'est À peine. rapide et on voit qu'il n'était pas encore connu comme il peut l'être aujourd'hui et comme il a pu l'être entre-temps, quoi. Mhm. Chris Penn. Et puis on a Chris Penn, le frère de Sean Penn, Mhm. et puis on a Val Kilmer aussi en Elvis, C'est ça. qui est assez drôle puisqu'on on voit jamais en fait son visage, donc c'est un rôle où et pourtant il paraît qu'il a énormément travaillé le rôle et qu'il a regardé tout ce qu'il avait pu voir sur Elvis pour faire sa prestation. C'est un peu une sorte de projection astrale du personnage de Clarence qui est un petit peu là à lui, comment dire, à le conseiller par moment. Ah, tu devrais faire ça, j'ai confiance en toi, tu vois. C'est un petit peu ce côté, c'est des scènes à chaque fois quand tu vois, c'est Val Kilmer qui est tout le Ouais, temps, t'as Clarence qui est tout le temps devant un miroir et tu le vois derrière et il lui dit voilà, moi,
Je t'adore, C'est des Clarence. introspections, ouais. On est C'est ça. d'accord. C'est Mm. sa conscience qui lui parle, qui lui donne pas forcément toujours les bonnes idées d'ailleurs. C'est vrai. Mais parce que je me souviens de la scène où justement Clarence sait pas trop s'il doit aller voir le Mac d'Alabama, parce que donc Alabama, c'est la femme qu'il aime, mais avant qu'ils se rencontrent, elle était prostituée, et donc ça. elle appartient à un Mac. Mhm. Et donc lui se dit, est-ce que je dois aller voir ce Mac pour libérer Alabama, ou est-ce que on va juste s'enfuir sans aller le voir? Et justement, Elvis lui dit, non, faut que tu y ailles, faut que tu ailles régler ça. Et donc, justement, là, ça enchaîne sur, je pense, ma deuxième scène préférée du film. C'est la séquence où justement Clarence va voir Drexel donc le Mac, pour libérer Alabama. Une scène qui est complètement déjantée aussi. C'est ce moment-là que tu vois aussi Gary Oldman qui pète un câble. En plus, je crois qu'il a un truc à l'œil là, et il a une cicatrice. Et Complètement, il a un œil de verre. c'est ça, la musique à fond. Et c'est là justement aussi cette scène qui est un petit peu le moteur de ce que l'histoire sera par la suite, parce que voilà, c'est à ce moment-là qu'en fait il récupère une mallette qui est pleine de cocaïne. C'est Ouais, ça. tout à fait. Ah. Mais juste avant de récupérer la mallette, il y a un échange entre les deux personnages. Et c'est encore ça, c'est en fait l'essence du film, c'est vraiment les dialogues. Et Mhm. ils ont un échange où donc Clarence vient pour dire, voilà, je veux que tu laisses Alabama tranquille. Mhm. Et en fait, lui, c'est un gros caïd. Et il voit arriver un petit gars lui dire, en gros, tu vas me donner, enfin, tu vas laisser la liberté à Alabama. Enfin, il se fout de sa gueule, quoi, il rigole. Mm. Et pourtant, Clarence se démonte pas. Il lui file une enveloppe en lui disant, dans cette enveloppe, il y a tout ce que Alabama et moi, on te donne pour que tu nous laisses tranquille. Et donc, le Mac ouvre l'enveloppe et dedans, il n'y a rien, quoi. Et donc, C'est ça. c'est genre, voilà, c'est genre, ce que nous, on va te donner pour être tranquille, c'est genre juste rien, en fait, quoi. Et voilà, enfin, c'est comment mettre sa paire de couilles sur la table, quoi. J'avoue. Donc, Tu m'étonnes qu'après il est pété un câble. Et puis après, pareil, justement, je crois que Garuman, il a son sbire là, son gros black, qui commence à lui péter sa gueule. Et c'est assez vénère. C'est aussi, même pour un film de Tony Scott, avec le recul, pour avoir vu quand même beaucoup de ses films, c'est quand même un film assez violent. Quand même, non, c'est ultra violent, même, je c'est dirais. une violence Enfin, graphique assez vénère. J'avais pas vu beaucoup de ça de la part de Tony Scott. Même des films d'action qu'il a fait, comme par exemple euh, Top Gun ou Man on Fire, c'était des films d'action, mais ils n'étaient pas aussi violents graphiquement en tout cas. non, je suis tout à fait d'accord. Là, dans ce film-là, il y a vraiment. Puis c'est de la violence de baston, quoi. Donc, on va dire de la violence concrète qui est vraiment beaucoup mise en avant. On parlait tout à l'heure de Alabama qui se bat avec James Gandolfini. Et cette scène, on voit vraiment Alabama se prendre, saigner de tout, partout sur le visage. Enfin, c'est vraiment d'une violence assez. Et il la jette dans la douche et la vitre s'éclate. Enfin, c'est clair que non, le film il ne cache pas la violence. Ça. Et elle ne flanche pas, hein, parce que le mec, il a beau lui en mettre plein la gueule, lui dit où est-ce qu'elle est la mallette, et elle est là, tu sauras pas, tu sauras pas du tout. Et ça vous pas vaincu, hein. Ça, c'est comme Clarence, vraiment, comme elle le dit, hein, c'est que ces deux, ils se lâcheront pas. Il y a une totale confiance qui s'est créée très rapidement dès le début du film, où tu sens vraiment que ils sont amoureux et qu'il y a rien qui pourra les séparer. Même hein, à part la mort. Ouais, c'est ultra fusionnel et je suis tout à fait d'accord. On a vraiment une bande originale aussi qui est très très bonne dans le film. Composé par Hans Zimmer. C'est ça. Il y a une petite musique que moi, enfin, à chaque fois que je vois le film,
je peux pas m'empêcher d'avoir ce petit sourire. J'adore cette mélodie. Ouais, elle est super entraînante et tout. Ça met tout de suite dans l'ambiance, quoi. Par contre, c'est vrai qu'en plus, sur ce qu'on disait avant, pour un film de Tony Scott, un film assez violent, tu t'attends pas quand le film commence à avoir une musique comme ça, tu vois. Tu t'attendais, en plus, Hans Zimmer, tu t'attendais à une musique un peu plus, peut-être un peu plus épique ou un peu plus sobre, mais beaucoup plus sombre dans ses aigus. Et finalement, tu te retrouves avec une musique assez joyeuse. Alors peut-être que justement, comme je t'avais dit, Tony Scott a voulu vraiment privilégier l'histoire d'amour, et c'est peut-être pour ça qu'il a voulu faire une musique un peu plus douce. Mais c'est vrai que quand tu regardes ce qui se passe dans le film après, c'est assez bizarre. Il y a un contraste assez euh, qui tu t'aurais pas pensé à cette musique qu'elle soit le thème principal du film. Tu vois, tu t'aurais dit bon, Ouais. t'aurais mis cette musique comme justement Alabama lui avoue qu'ils sont ensemble. D'ailleurs, il y a aussi elle revient, mais c'est vrai, ça reste le thème principal du film, alors que de la part d'Hans Zimmer, il aurait très bien pu faire un truc un peu plus épique, voire un peu plus sombre, pour rester dans Mais l'ambiance. je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est un peu ce qui caractérise ce film, c'est que Mhm, tu peux avoir de l'ultra-violence, mais mhm, tu peux avoir des scènes d'amitié ou de tendresse très fortes. mhm. Et donc, la musique, le thème principal va plus avec les scènes effectivement romantiques les, euh, que, qu'avec les scènes d'action. Mhm. Mais c'est ça quand même vraiment que je trouve très fort dans ce film, c'est de pouvoir alterner en fait vraiment des séquences où on va vraiment ressentir l'amour qu'il y a entre Alabama et Clarence, et en même temps mettre des séquences où on va retrouver Denis Hooper et Christopher Walken face à face, quoi. Mm. Et je trouve que Donc c'est aussi, en plus, avec le recul, quand je l'ai vu, c'est que comparé à différentes décennies du cinéma qu'on a eu, par exemple les années 80 qui étaient assez fun et colorés au niveau certains films dans le ton, les années 90 c'est un petit peu une décennie un petit peu de transition où tu avais certaines expérimentations qui essayaient de te mélanger des histoires dramatiques mais avec une violence. Et je trouve que c'était un mix qui passait plutôt bien dans les années 90, qu'on a un petit peu ouais. perdu dans les années 2000 et surtout les 2010, avec des produits assez formatés et calibrés, où vraiment, cette dernière décennie, à moins de t'appeler Scorsese ou des mecs comme Ouais, ça, la nouvelle génération je suis te d'accord. propose pas ce type de film. Je trouve ça. Bah là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est aussi Tueur-né, hein, qui est sorti en 94, qui a, on va dire, exactement, enfin, c'est assez similaire de toute façon, scénario de Tarantino. Mhm. euh, Oliver et Stone. ouais, retravaillé ensuite par Oliver Stone. Mais il y avait vraiment ce côté romance et en même temps violence Mhm. qui était très fort, en tout cas, dans ces années-là, quoi. Bah, pareil, Oliver Stone, qui avait fait aussi, alors c'était plus film de gangster, mais qui avait écrit le scénario de Scarface, où pareil, Scarface, c'était aussi un mix de ultra-violence, et par moment, quand tu avais le personnage de Michel Pfeiffer, où tu sentais qu'en fait, Tony Montana, c'était pas quelqu'un de mauvais, tu vois, il voulait être au top de la hiérarchie, mais Mm. par rapport au personnage de Michel Pfeiffer, il était vraiment amoureux d'elle, et il essayait de tout lui offrir, sauf qu'après, voilà, tu as la dernière partie où ça part en cacahuète, mais je me souviens de cette scène au moment il devait tuer quelqu'un et le mec il sort de l'hôtel et donc t'as cette course poursuite en voiture où t'as le mec qui veut faire exploser la voiture et il lui dit putain mais mec on va pas le buter comme ça, il a sa famille, ses gosses dans la voiture. Donc le truc c'est que on te présente Tony Montana comme un super gangster, mais il y a quand même ce respect, il a des valeurs. En fait, il a aucune morale pour les autres qui sont dans le business, mais par Mhm, contre, pour les gens normaux, enfin, mhm. il a clairement une morale, ouais. Je suis C'est d'accord. ça, c'est ça. Et pareil, un tueur en nez, on pourrait aussi le mettre un petit peu en contraste avec True Romance, parce que là où True Romance, Clarence et Alabama, certes, ils ont une mallette de cocaïne, mais ils veulent le vendre, ils veulent s'en débarrasser, tu vois, ils veulent pas être dans ce milieu-là. Ouais. Tueur en nez, on suit quoi? On suit un couple qui prend plaisir à tuer des Ah, gens.
et qui Ouais, sont des vus presque policiers et tout, ouais. comme des idoles, hein. Quand tu le voyais à la télé, t'as le personnage de Robert Downey Jr. Qui a fait ouais, je suis entouré des deux tueurs et tout ça. Et quand tu voyais des fois les extraits des reportages, tu voyais les gens qui étaient là, ouais, on est avec vous, alors que ce sont des tueurs, tu vois. Mais à côté de ça, Ouais. les deux, ils sont amoureux. Cette critique est complètement dingue de la société. Mm. Moi, Tueur Né, ça fait partie aussi des films que j'ai dû voir une bonne centaine de fois. Mm. Et t'as toujours en fait cette critique de la société par le travers de personnages qui sont incroyables. Mm. Et pareil, film typique des années 90, hein, il est sorti en 94, soit un an après True Romance. Donc voilà, il y a quand même une certaine parenté. Enfin, parenté, voilà. Ouais, tout à fait. Euh, bah, là, je pense qu'on a déjà pas mal parlé du film, des personnages, on a à peu près situé le scénario. Mhm. Donc on va passer un peu à l'analyse des drogues dans le film. D'accord. Donc c'est effectivement pas un film qui est spécialisé sur le cannabis, clairement pas. Non. Il a été sélectionné parce que ça parle un petit peu de cannabis, ça parle aussi de cocaïne, et en tout cas, donc c'est quand même un film de gangster, enfin, sur les drogues. Donc je trouvais important de le mettre dans, euh, dans la liste, quoi. Mais de toute façon, en général, quand tu vois un film de gangster, l'aspect drogue n'est jamais très loin en général, de toute façon. Bah, le truc, c'est que autant le côté cannabis, il est assez tertiaire dans la narration parce qu'en fait, il est surtout représenté par le personnage de Brad Pitt. Autant l'aspect cocaïne, alors c'est pas spécialement un truc qui est vraiment mis en avant, mais il est le moteur de la narration. Comme on l'a dit avant, c'est Clarence qui se retrouve avec une mallette et ils veulent s'en débarrasser pour récupérer une somme d'argent et refaire leur vie. Donc finalement, en fait, la drogue, c'est quelque chose qui est assez involontaire C'est le moralement pour. passeport vers la richesse pour eux, pour vers la C'est ça, tranquillité, mais c'est en ça. tout cas, c'est pas du tout une volonté pour eux de développer un trafic ou quoi. Non, pas du On, tout. on est d'accord, hein. Eux, ils se retrouvent en fait sans le vouloir avec une très grosse quantité de cocaïne et ils veulent s'en débarrasser. Et pour ça, effectivement, ils vont se mettre en relation avec des gens qui, par contre, eux, en consomment. Mhm. Et donc on aura, il y a des personnages qui sont assez hauts en couleur dans le monde du cinéma, notamment un producteur qui doit racheter la cocaïne. Il y a quand même une scène marrante où donc Elliot, c'est celui qui doit faire en fait la négociation pour racheter la cocaïne. C'est Donc ça. il récupère un échantillon. Il est dans sa Porsche avec une nana et en fait, il se fait arrêter par les policiers. C'est ça. Et t'as la meuf Et qui lui fout une claque, ou non, qui lui jette la cocaïne dans la gueule. en fait, lui essaye de dire à la nana, mais vas-y, planque-le dans ton soutif, planque-le dans ton soutif. Elle lui dit, mais non, mais c'est bon. Et en fait, en le repoussant, le sachet, il explose et il se retrouve avec de la coke partout. Donc, et le flic qui arrive à sa fenêtre en mode, oui, bonjour. Donc ça donne une scène qui est assez marrante. Mhm. Et donc, comme Elliot se fait arrêter et que c'est lui qui devait faire la transaction, les flics sont au courant de la transaction, et c'est là où ça donne en fait lieu à la scène finale où il va y avoir d'un côté Clarence qui veut vendre la drogue, d'un autre côté Lidonovitz, donc le producteur qui veut l'acheter, les policiers qui veulent les arrêter et les mafieux qui veulent récupérer la drogue. Donc C'est ça. Ouais. Un gros concours de circonstances, t'as tout le monde qui se réunit. c'est Voilà. l'explosion finale. Mhm. Et donc, pour revenir sur le cannabis, donc on a Floyd qui est joué par Brad Pitt. C'est ça. Et lui, en fait, il donne un peu l'image du fumeur qui fout rien et qui fait que fumer. Donc, c'est pas, on va dire, ça n'apporte pas grand-chose au film. C'est rigolo pour le personnage. Mhm. Mais bon, je pense que en termes de mise en scène,
Voilà, c'est plutôt assez négatif. Hmm. Enfin, En fait, le, du, le du- seul truc à quoi il sert, c'est qu'à un moment, tu as les mafieux qui vont chez lui et qui le demandent où est le couple, et lui, il leur répond, ouais, ils sont à l'hôtel, un truc comme ça. Donc voilà, il fait une ouais, connerie. carrément. Non, mais il rajoute un peu de profondeur parce que, genre, il fait un peu le canard quand le mafieux vient lui demander, lui poser des questions. Puis dès que le mafieux part, il dit, ouais, me parle pas comme ça, sinon je vais me vénère. Mais le gars est plus là, donc en C'est fait, ça. tu vois le gars sans ambition, quoi, qui se fait juste des réflexions à lui-même. Enfin, Hmm. donc pour, bah, pour l'aspect mise en scène, il y a rien de spécial. Voilà, la coque est, C'est plus un aspect comique, hein, le personnage de Brad elle Pitt. est Hein. hein. Le personnage de Brad Pitt, c'est plus un aspect comique, hein, c'est un sidekick. Hein. Ouais, 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 clairement. complètement. Ouais. C'est vraiment le squatter, le pote squatter, Mhm. qui est là et qui fume. En gros, qui fume tout le papier. Donc, le gars qui est toujours en train de te squatter, en fait, quoi. C'est ça. Euh, donc, pour l'aspect crédibilité, en fait, au niveau de la cocaïne, bon, bah, voilà, on voit les sachets et on voit des gens prendre de la cocaïne, mais il n'y a rien de. Je pense qu'on est sur une, euh, une représentation réelle, quoi. Il n'y a pas de. Il y a Réel, mais pas assez de classique. Ça démesure va pas spécialement plus loin que ça. classique. Non, Mhm. non, on comprend ce que c'est juste en voyant des sachets avec quelque chose de blanc à l'intérieur, quoi. C'est sans. C'est ça. Et donc, le troisième axe de l'étude, c'est l'importance des drogues dans le film. Donc là, comme on l'a dit, bah, en fait, c'est involontaire, mais la cocaïne devient un peu le passeport pour Clarence et Alabama, pour Mhm. que justement ils puissent sortir de de leur vie, en fait, Mm. C'est un ça, peu c'est le monotone. moteur des enjeux. C'est le moteur des enjeux et de leur ambition pour refaire leur vie, tout simplement, quoi. Voilà, comme je disais, Et, comme la scène à un moment après l'hôpital, quand il est en train de soigner Alabama, où il lui demande qu'est-ce que tu veux dès que tout ça sera réglé, où est-ce que tu veux aller? Donc, du coup, ils veulent aller à Cancun. Voilà. mm, ouais. Donc voilà, donc pour conclure sur la thématique, en tout cas, bah, la représentation elle est respectueuse, sans exagération, et les personnages, eux, sont peut-être un petit peu trop caricaturaux. Ouais. Brad Pitt un peu, Elliot aussi, des fois, bon, tu vois bien que c'est le mec qui prend de la coke et qui fait un peu de la merde. Donc mais C'est le dans personnage aussi, l'ensemble, quand à un moment il rencontre le couple, quand ils vont dans le parc d'attractions, c'est lui qui vomit aussi. Hein. Je me ouais, disais bien que c'était lui. Voilà. ouais, tout à fait, ouais, c'est lui. Ouais, il y a une scène dans l'ascenseur où, en fait, Clarence lui, lui met un coup de pression en se disant peut-être que c'est un traître ou quoi, Ouais. mais par Mhm. hasard, quoi, en fait, il lui met un gros coup de pression, alors que lui, il a les micros de la police hein, sur lui, et Il donc se met à chialer. il est sûr qu'il va mourir, qu'il va se faire tuer. Enfin, il est là en train de chialer, et en fait, Clarence lui dit ah non, mais je rigolais, excuse-moi, c'était une blague. Enfin, C'était pour rire. Ah, d'accord. ouais, il joue assez bien la fiotte. Enfin, Mhm. c'est pas mal. Euh, donc, pour faire une conclusion sur le film, toi, je te laisse commencer si tu veux. D'accord. Alors, comme on avait dit, ok, True Romance, voilà, est un film où il y a la drogue qui, comme j'ai dit, qui est vraiment le moteur de la narration sur ce qui permet un petit peu au personnage d'évoluer et d'essayer de se questionner sur leur devenir. Voilà, ok, ils sont mariés maintenant, mais on n'a pas d'argent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de notre vie? Donc, tu veux qu'on reste ici ou qu'on quitte ce taudis pour essayer d'avoir une vie un peu plus honorable, fonder une famille. Donc voilà, l'aspect drogue en soi, c'est comme on l'a dit, c'est pas Clarence et Alabama qui d'un coup, oh, on va se mettre dans le trafic de drogue. Non, on Hmm. a ce truc-là qui nous est apparu un petit peu de nulle part. On veut s'en débarrasser, mais on sait que si on s'en sépare, on peut se faire un max de blé après et justement ça va nous permettre un petit peu de s'acheter une maison, de quitter la vie monotone
qui est un petit peu ce qu'est l'américain moyen. Donc voilà, il y a cet aspect-là, mais surtout qui est un peu plus important, c'est que True Romance, c'est une histoire d'amour qui est juste magnifiée par Tony Scott, et que même si voilà, on sent la patte Tarantino sur le reste, comme j'ai dit, sur l'aspect gangster, sur les dialogues, mais sur la façon de filmer, Tony Scott, comme j'ai dit, c'est un film qui, tu vois, qu'il aime ses personnages, il a envie de nous faire croire à cette histoire d'amour, et du début à la fin, tu les vois tout le temps ensemble, tu vois vraiment l'amour dans leurs yeux, et moi, je suis désolé, mais même sur ces 20 dernières années, que ce soit dans des films d'aventure ou quoi que ce soit, mais une histoire d'amour aussi vraie, j'en ai rarement vu ces dernières années dans le cinéma, tu vois. C'est vrai. C'est vraiment une histoire où c'est beau, tu vois, de voir une vraie complicité, et même les deux acteurs, pourtant, Christian Slater, tu le regardes par la suite de sa carrière, ça n'a pas non plus été un grand acteur, mais dans ce film-là, comme Patricia Arquette, de toute façon, le casting dans le film, ils sont tous super bien dirigés. Le duo principal, c'est ceux que tu suis le plus, mais voilà, on l'avait C'est- dit avant, Denis Hooper, Christopher Walken, bon, ils sont tellement, ces mecs, c'est tellement la classe qu'ils n'ont pas spécialement besoin de forcer leur talent pour te mettre une claque. Mais voilà, après, t'as Brad Pitt, t'as Gary Oldman, ouais. t'as un casting de dingue, mais vraiment, le duo qui est le plus mis en avant, donc le duo principal, mais les deux, je sais pas si. Je sais plus si à l'époque ils étaient ensemble dans la vraie vie, mais Non, en tout cas, justement, j'ai regardé, je crois pas, hein. non, Ouais, mais en tout cas, dans le film, tu sens que ils se sont aimés toute leur vie, quoi. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. tu y crois. Complètement, ouais. Voilà. Donc en tout Et cas, voilà, tout alors, ce qu'il y a à dire, c'est tout simplement True Romance, c'est un beau film. C'est ok, il y a la drogue derrière, mais c'est avant tout une histoire d'amour, et une vraie histoire d'amour que vous devez regarder. Voilà. eh ben, écoute, moi, je te rejoins à 100%. Je te dirais que c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, Tony Scott a voulu absolument changer la fin originale. Je veux pas trop spoiler, mais en fait, il y avait une fin qui avait été écrite par Tarantino, Beaucoup et plus sombre. Tony Scott n'a pas accepté de la faire. Mhm, Et donc, il a bataillé pour que Tarantino accepte de changer en fait la fin du scénario. mhm. Et ça va dans ton sens. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de plus dark qui était prévu par Tarantino. Mais Tony Scott, lui, a voulu quand même laisser en fait une lueur d'espoir, on va dire, et faire une fin quand même plus joyeuse que ce qui était prévu. Et Ouais. je suis aussi tout à fait d'accord avec toi que c'est une histoire d'amour, mais Mhm. complètement déjantée, parce que les C'est ça. personnages, euh, ils s'aiment, ils sont fusionnels, mais il faut dire aussi qu'ils sont complètement déglingués, quoi. Mhm. Parce que, je veux dire, lui, quand il décide d'aller voir le Mac, je veux dire, c'est quand même, voilà, quoi. Mhm. Et puis elle, quand elle se retrouve avec le mafieux, voilà, elle montre aussi que enfin, je veux dire, que normalement, une femme dans son cas s'en sortirait pas comme elle s'en sort. Donc Non. ils sont, c'est des personnages qui ont l'air normaux, mais qui quand même renferment un côté animal qui est assez intéressant. Et puis les dialogues, Aussi et bien puis pour les sauver l'un ou acteurs. l'autre. Mm, Aussi bien pour sauver l'un ou l'autre, ils sont prêts à se battre. ouais, Et sur ouais, ce que tu tout à fait. disais justement avec la fin, c'est que quand tu vois tout ce que le personnage de Clarence et d'Alabama ont pris dans la gueule, si ça aurait été la fin plus sombre, beaucoup plus sombre, je trouve que ça aurait pas eu le même impact émotionnel. Là, tu te serais dit, ok, il s'est passé ça, et tu fais, pourquoi j'ai regardé ce film? Alors que le fait que tu les vois en vie à la fin et heureux, bah, je trouve que c'est tout simplement, ils ont réussi leur parcours, leurs Mm, ambitions, tu vois. Et je trouve que c'est un, c'est un message beaucoup plus ouais, beau. Alors que s'ils auraient choisi la fin de Tarantino, ouais. ah, tu sors la fin du film, tu dis, mais c'est dommage parce que pendant les 2 heures, tu as suivi ces personnages, tu as commencé à les apprécier, tu t'es attaché à eux, et tu fais pourquoi tu proposes ça comme fin? Mm. Ça aurait pas été cohérent dans l'évolution des personnages. Non, mais tu sais, Tarantino est pas toujours pour les fins cohérentes, hein. Mhm. Il l'a montré quand même à plusieurs reprises, et notamment dans Reservoir Dogs, hein, où ça quand même ça finit par tout le monde se tire dessus. Je sais plus comment on appelle cette expression, hein, quand trois ou quatre mecs se braquent en même temps, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'est jamais la fin que tu as envie de voir quasiment avec Mm. Tarantino. Bah même Euh, Pulp Fiction aussi avec ses différentes histoires où il jouait avec la temporalité. Après à partir de Jackie Brown, il s'est un peu plus assagi où justement il a commencé aussi un peu plus à vraiment s'intéresser à ses personnages, à aussi vouloir créer pas créer une distance, mais aussi que le spectateur puisse s'attacher. Alors Jackie Brown, je l'ai vu qu'une fois, je me souviens plus trop. Il y avait aussi une histoire d'amour qui était plutôt attachante. T'as le personnage de l'héroïne de Uma Thurman dans Kill Bill où tu suis son parcours pour se venger. Par la suite, il s'est essayé à plusieurs genres. Bon, t'as le personnage de Django qui veut sauver sa femme, mais c'est vrai qu'après, l'histoire d'amour, ça n'a jamais été trop mis en avant, mais il y avait quand même un certain. Il arrivait à te construire une narration qui semblait un peu plus linéaire. Là où Reservoir Dogs et surtout Pulp Fiction avaient une narration beaucoup plus éclatée. Et c'était un peu assez difficile de s'attacher à tous ces personnages parce que tu savais que peut-être ce perso, il va mourir, mais après 10 minutes plus tard, dans ce qui s'est passé avant, il est encore en vie. Tu vois, c'est un peu compliqué. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. La temporalité. Euh, Ok, donc pour conclure, hein, donc je dirais vraiment, il faut absolument voir ce film si vous l'avez pas vu. C'est une épopée amoureuse avec des personnages vraiment exceptionnels Un film comme on n'en fait et plus. voilà exactement un film comme on n'en fait plus, à la réalisation comme on n'en fait plus, au scénario comme on n'en fait plus. Enfin, c'est vraiment un film que je vous conseille fortement. Et pourtant, juste pour conclure aussi sur la mise en scène de Tony Scott, là où par exemple Ridley Scott, on sent qu'il a une mise en scène assez reconnaissable. Tony Scott, certes, il a fait des films assez efficaces, mais quand tu regardes ces films, tu vois, s'il n'y aurait pas marqué Tony Scott, c'est pas forcément tu reconnais pas forcément sa patte visuelle. On sait il avait une esthétique assez clip vidéo, mais tu disais pas, ah tiens, ça c'est un film de Tony Scott, même s'il n'y a pas marqué, tu vois. Et je trouve que bizarrement, même si c'est le scénario de Tarantino, True Romance en termes de mise en scène, en termes de façon de filmer l'action, dans la façon de filmer l'histoire d'amour, j'ai rien à dire à ce film. Tout est calculé, bien millimétré sur le choix des cadres, sur la façon de monter, tu y crois. Simplement, ça sonne comme une évidence. Bah, dans la filmo de Tony Scott, le film qui s'en rapproche le plus, c'est Le Dernier Samaritain pour moi, où tu vas Mhm, retrouver quand même des dialogues entre les différents personnages et, mhm. euh, et des personnages assez forts, quoi. Mais sinon, il a fait des films qui peuvent être, enfin, qui sont complètement différents. Après, Mm, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, son mm. style peut varier vraiment pour servir l'histoire. Là, je pense que le style un peu punk, quand même déjanté du film, euh, est aussi là pour donner cette image de Clarence et d'Alabama, quoi. C'est ça. Et justement, comme tu parlais du dernier Samaritain, tu vois, on parlait dans les années 90, voilà, il y avait les films de scénariste Tarantino qui commençaient à monter, on avait Oliver Stone, mais justement, le dernier Samaritain, tu as aussi un scénariste que j'adore et même très bon réalisateur, c'est Shane Black. Shane Black qui après par la suite il t'a confirmé avec Kiss Kiss Bang Bang qui est justement un hommage un petit peu au Polar Pulp. Il t'avait fait aussi The Nice Guys où t'avais aussi un petit peu la drogue qui tournait par-ci par-là. Et Shane Black c'était pareil dans les années fin 80, début 90, c'était un scénariste de dingue. Trop souvent sous-coté ce mec. Tu as raison. Bah écoute, on va passer maintenant au bonus de l'entretien. Ouais. Donc, la première question que je vais te poser, c'est de me donner si toi, il y a déjà une fiction, donc une série, un dessin animé ou un livre sur le cannabis que tu as déjà aimé. Alors je vais pas te cacher que ok j'aime bien les films de gangsters mais après outre les films qui traitent de ces sujets-là au niveau des autres œuvres ça m'a jamais pas plus intéressé que ça. Alors, je sais pas si c'est sur le cannabis, mais il y a une série que j'apprécie énormément, que je pense que tu connais forcément, qui a été diffusée sur Netflix, qui s'appelle Narcos. Ouais, Voilà, donc qui est sur la vie de Pablo Escobar. Alors, si je me souviens bien, c'est de la cocaïne. ouais, c'est de la Voilà, cocaïne, mais tu as Narcos Mexico qui est en fait aussi. sur
sur l'herbe. Ouais. C'est ça. Donc voilà, il y a eu la série Narcos qui a duré 3 saisons sur la traque de Pablo Escobar, et tu as la série spin-off sur Narcos Mexico. Et je trouve que vraiment sont une série qui a un côté un petit peu cinématographique, mais qui est extrêmement bien réalisé, qui va à fond Complètement. sur la vérité des faits historiques, avec un casting juste de dingue. L'acteur qui joue Pablo Escobar, il était juste énorme. Et voilà, c'était vraiment, s'il y aurait vraiment une série sur la drogue, en tout cas ces dernières années, qui m'a marqué, c'est bien celle-là. Vraiment Narcos, même si voilà, je l'ai fini. Narcos Mexico, je crois que j'avais fini la saison 1, il faut que je me commence la 2 et je crois la 3 bientôt. Mais c'est vraiment une série qui m'a marqué et que je prends plaisir même à revoir. Ah ouais, Voilà. excellente série, hein. Mm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, et je te rejoins dans l'aspect cinéma. C'est vrai que dans cette série, on a vraiment l'impression de suivre un film. De 8 heures presque. Donc la deuxième question, c'est le stupéfiant. Donc c'est ton film de drogue préféré. Enfin, en fait, un film dans lequel il y a des drogues et que toi tu as apprécié, peu importe la drogue. D'accord. Alors, autant, comme je disais, au niveau série, BD, c'est un peu plus rare qu'il y en ait une qui m'a marqué, mais des films sur la drogue, il y en a eu plein. Mais je vais traiter d'un film qui est sorti récemment sur un cinéaste que j'apprécie énormément. C'est La Mule, réalisé par Clint Eastwood. Voilà, c'est où tu suis un vieux papy de 80 balais qui se retrouve du jour au lendemain parce que il veut aider un petit peu les gens de son entourage. Il se retrouve à être un passeur de drogue. Et il y a ce côté humour noir qui est typique de Clint Eastwood que j'adore parce que voilà, le mec il se retrouve d'un coup avec chaque semaine, il amène le truc là où il faut, il se retrouve avec 20 000 dollars. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour, voilà, il ouvre le truc, il fait, oh putain, c'est de la drogue. Et vraiment, c'est un film que j'apprécie énormément, comme beaucoup de films de Clint Eastwood. C'est un cinéaste ou peut-être qu'un petit peu comme Tony Scott, il n'a pas forcément une mise en scène très reconnaissable, mais bizarrement, dans la façon de filmer, dans la façon de traiter ses personnages, ça sonne à chaque fois comme une évidence. Tu t'attaches à ce personnage. Le mec, voilà, il vend de la drogue, mais à côté de ça, tu t'attaches. Voilà, il a son ex-femme qui est malade. À un moment, j'aime trop, je crois qu'il y a un bâtiment où il y a une salle des fêtes, ou je sais plus, non, où c'est un bar, il va fermer parce il y a des problèmes d'argent. Le mec, il va emmener de la drogue. Ah, c'est bon, j'ai l'argent, vas-y, je te le finance là. Le mec, voilà, il a ce truc-là. Ok, ce qu'il fait n'est pas bien, mais en même temps, il le fait pour ce qu'il reçoit comme argent, c'est pas forcément pour lui, il le fait pour le bien de sa communauté et de son entourage. Et voilà, c'est des beaux messages, même si voilà, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est du Clint Eastwood. Et puis bon, voilà, il y a Clint, mais il y a aussi le personnage de Bradley Cooper qui justement lui veut arrêter ce trafic de drogue. Et j'aime trop la scène justement où je sais plus, il se retrouve dans un fast-food et t'as les deux personnages qui discutent et ils Ouais. savent pas que lui il doit choper l'autre. Et voilà, il y a ce jeu de dialogue et Ils s'en rendent compte à la fin, mais ils ont c'est tout ça. cet échange, ouais, Mm. et j'aime bien aussi la relation qui tissent avec les Mexicains, quoi. C'est ça. Ou à un moment, C'est justement, au début, c'est ouais, vas-y, amène-moi ça et dépêche-toi. Et puis 2, 3 mois après, il débarque, ouais, comment elle va ta fille? Ouais, bien tranquille. Donc, c'est énorme. Et la salut scène aussi que papy, j'ai. salut C'est ça. papy. Et Complètement. la scène que j'aime énormément aussi, c'est qu'à un moment, justement, il va avoir le grand patron, je crois, au Mexique. Donc, il faut la fiesta. Et le soir, le mec, il est dans sa chambre, il se tape une prostituée. Le mec, il a 90 balais, tu vois. Mais, je veux dire, il y a que Clint Eastwood qui pourrait te faire un film comme ça, tu vois. Et Ah, pourtant, t'as la nouvelle génération qu'on en survente, mais personne n'aurait les coronesses de faire un truc comme ça, tu vois. Il y a que Clint. Voilà. Le jour où ce mec il meurt, je crois que je vais pleurer. je pense qu'on sera beaucoup à pleurer, hein. Hmm. Voilà, comme je disais, il y a Clint Eastwood, il y a Scorsese, mais voilà, c'est des mecs de l'ancienne génération. Pourquoi la nouvelle génération, qui justement a été bercée par ce cinéma, pourquoi ils proposent pas aussi un petit peu ce contenu transgressif, tu vois? Aujourd'hui, on est là à se toucher sur de l'hommage, des suites, des préquels, et il y a personne qui a une identité propre pour essayer de réévaluer le cinéma vers le haut. Ça, je trouve ça dommage. Tu mettrais pas David Fincher, par exemple, dans des gens qui essayent d'y travailler un peu? Ouais.
Non, mais David Fincher, oui, David Fincher, mais je veux dire, je parle de la nouvelle génération. David Fincher, il a déjà une carrière, ça fait déjà oui. 30 ans qu'il fait des films. Oui, ouais, ouais. Oui, mais il est pas aussi vieux que Scorsese Oui, et tout ça. oui. Bah, peut-être je me suis mal exprimé, mais oui, bah, pareil, la façon dont il a de critiquer un petit peu la société actuelle quand tu le regardes dans The Social Network, tu vois, dans la façon dont il traite les réseaux sociaux, et finalement tu te rends compte que c'est un film de 2010, mais qu'encore 11 ans après, ben, on utilise encore Facebook, et son discours il est encore aujourd'hui très pertinent. Ouais, c'est sûr. Voilà. Hmm. Donc voilà, ouais, c'est vrai, pour moi c'était la mule de Clint Eastwood. Excellent choix. Merci. Et donc maintenant, on va passer au fait tourner. Donc là, c'est un moment pour toi où tu peux mettre en avant soit des gens, soit une actualité, comme tu veux. Donc c'est à toi. D'accord. Bah écoute, je vais faire preuve de gentillesse à l'égard de mes confrères youtubeurs. Je vais essayer de mettre une liste que je m'étais fait un petit peu des youtubeurs amis en tout cas, j'espère que les gens pourront découvrir. Alors bah, bien sûr, il y a le beau parleur du cinéma, il y a Jonathan Asia, il y a Microciné, il y a Laura Fejor, il y a La Grande Entrée, il y a Le Clap en Folie, Merege, il y a aussi The Film Talker, on est des beaucoup, il y a Megamax, il y a le Guide Barbu, il y a qui d'autre encore? J'essaie un petit peu de me remémorer tous les invités que j'ai eus. Il y a Demoiselle d'horreur, il y a Az l'épouvantail, il y a Drawer TV, il y a Cinérama. Bref, il y a beaucoup de YouTube. Il y a Alex La Fuite en vidéo aussi que j'apprécie énormément. Bref, il y a tous ces mecs-là Jules Melon, il y a Captain Critique, il y a les oubliés du cinéma d'horreur. Voilà, il y a plein de gens que j'ai la chance de côtoyer par moment. Et j'en oublie certains, désolé, mais en tout cas, je vous oublie pas ici. Mais voilà, moi, je suis toujours, quand j'ai créé cette chaîne et que j'ai commencé un petit peu à découvrir certains youtubeurs qui me laissaient des commentaires, et en fait, on a commencé avec certains à se créer un petit peu une sorte de cocon où on est là à se soutenir. Et moi, j'ai toujours été un petit peu dans cette politique de il faut pas penser qu'à soi et il faut essayer de mettre un petit peu en valeur le travail des autres. Voilà, on est tous passionnés de cinéma et justement, il faut en profiter pour essayer de proposer du contenu qui chacun aura sa petite touche et qui permettra un petit peu, ben, tout simplement, de montrer que le cinéma est vaste et que on est là juste pour partager notre passion. Moi, j'ai pas fait cette chaîne pour avoir des milliers d'abonnés. J'ai juste fait cette chaîne tout simplement parce que j'avais envie de partager ma passion et que ça devrait être le principe de base. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, moi, je te remercie parce que depuis le début, on échange et tu as tout de suite accepté de faire un entretien. Et il y a beaucoup de gens que tu as cités qui ont accepté aussi de faire un entretien. Donc, moi, je te confirme en tout cas il y a quand même cette entraide qui est présente sur tout un tas de youtubeurs. Jusqu'à maintenant, j'ai quand même rencontré pas mal de gens qui sont vraiment ultra sympas et qui, moi en tout cas, ont été très gentils avec moi et ont accepté de faire des entretiens. Donc, je tiens à te remercier pour ça et ça m'étonne pas que tu aies cité beaucoup de gens qui eux aussi ont accepté de faire des entretiens parce que voilà, en tout cas, je rencontre beaucoup de gens très sympas et c'est vraiment une expérience très cool pour moi. Super. Bah, en tout cas, ça me fait plaisir. En tout cas, moi je te remercie encore pour l'invitation. Moi, comme j'ai dit, quand je mettais en valeur les autres gens, mais tout simplement, juste le fait d'être avec des gens et de parler de cinéma, moi ça me suffit à mon bonheur, tu sais. Ah bah, écoute, c'était un plaisir partagé. Je te remercie, Mister Cult, et puis bah, bonne continuation. Merci à Prochaine toi. vidéo, tu vas faire quoi? Alors on tourne la vidéo, donc ça sera une scène qui t'a le plus marqué, donc avec un youtubeur que je t'avais cité. Et dimanche, je prépare un Mister Cult sur un film un petit peu nanardesque. Alors je sais pas si je peux te le dire, mais je sais que par exemple Alex La Fuite en vidéo va être très content quand la vidéo va sortir. Ça sera sur Flash Gordon. Ok, Voilà, pardonne, je vois. voilà. Donc il sera content parce que lui il adore le film et voilà c'est un film que j'avais aussi découvert l'année dernière et je me suis dit mais comment ils ont pu mettre autant d'argent pour un truc comme ça mais moi j'avais adoré, moi je me suis marré tu vois, mais voilà je peux comprendre que la nouvelle génération ils vont voir ça et vont dire mais
c'est pas possible. Mais Bah, ça m'a marqué. inspiré pas mal de films après, hein. C'est ça. Donc voilà, moi ça sera Flash Gordon pour dimanche. Eh ben super. Merci à toi en tout cas d'être venu et bonne continuation. Ciao. Merci à toi pour l'invitation. Ciao. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.